Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie des routes de la soie. Cette deuxième partie va traiter de la stratégie du collier de perles, qui est en fait la partie maritime de la route de la soie. Voilà, un- c'est quand même super important parce que, comme je l'ai dit dans la partie 1, dans la vidéo, la première partie en fait, de cette mini-série, la partie maritime de la route de la soie, c'est quand même peut-être 80% en fait de la route de la soie. La stratégie du collier de perles, c'est peut-être le plus important en fait euh, dans, euh, dans ce truc de la route de la soie, quoi. Donc, on va commencer en première partie de cette vidéo, on va établir qu'est-ce que la stratégie du collier de perles. Et en deuxième partie, on va débunker, parler plus en détail et vérifier les faits sur la crise de la dette au Sri Lanka et aussi de la crise de la dette au Pakistan, en fait. Voilà. On a entendu ça dans les médias occidentaux, comme quoi la Chine essayait de prendre contrôle de ces pays, etc., à partir de la dette. Et en fait, on va voir que c'est pas du tout le cas et on va se baser sur les chiffres réels, les chiffres donnés par l'État sri-lankais et l'État pakistanais, qui contrôle la dette, etc. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Bon, déjà, qu'est-ce que le collier de perles? Voilà, donc c'est un nom assez joli pour en fait décrire, comme vous voyez sur cette image, des bases en fait chinoises pour contrôler la route maritime, tout simplement, comme c'est le cas avec les Américains, même les Français et bien d'autres pays, l'Angleterre, etc., qui contrôlent, qui ont des ports un petit peu à droite à gauche, des bases pour contrôler le commerce maritime international, en fait, tout simplement, et pour protéger leurs intérêts dans ces régions-là. Ça évite aussi les problèmes de piraterie. Tout ça, en fait, c'est pour sécuriser, voilà, le commerce maritime, éviter les pertes. Voilà, donc tout ça, c'est évidemment pour protéger les affaires de millions, de milliards de dollars, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut voir euh, pêle-mêle, j'ai envie de dire, voilà, la sphère d'influence chinoise, la sphère d'influence indienne, et ensuite, avec les petits points rouges là, la stratégie chinoise du collier de perles. Donc ça a été mis en place en 2004, voilà, ça a été mentionné en 2004 pour la première fois. Et en 2008, c'est là que la Chine a commencé à vraiment opérer ce changement et cette stratégie, à déployer cette stratégie dans l'océan Indien. Et en fait, ça consiste au rachat, à la construction ou à la location de ports pour une durée limitée d'installations portuaires, comme allant jusqu'au détroit d'Ormuz, donc dans la péninsule Arabie, arabique. Et voilà, tout ça pour sécuriser, comme je vous l'ai dit, les importations énergétiques, les besoins en hydrocarbures. Et donc, en fait, ça concerne 80% des importations énergétiques chinoises se font par la route des perles, en fait. Et 40% de ces besoins en hydrocarbures viennent du Moyen-Orient. Voilà. Donc 80% des besoins énergétiques, parce qu'on parle évidemment du gaz, donc il y a le Qatar, etc. Et c'est aussi pour les voisins asiatiques. Voilà, il y a la Chine, mais il y a toute l'Asie aussi qui est concernée par ces routes-là. Donc en fait, la Chine va emmener, sécuriser toutes ces routes pour ses voisins asiatiques aussi. Voilà, c'est pour ça que les voisins asiatiques sont quand même contents voilà, des routes de la soie, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Voilà. Alors, on va maintenant essayer de se pencher sur les relations avec les voisins, entre la Chine et ses voisins, concernant
la, la stratégie du collier de perles. Donc, en numéro un, on a la Birmanie. On va commencer avec la Birmanie. Donc, il s'agit voilà, d'un des meilleurs alliés de la Chine dans la région, concrètement. Ils ont mis de nombreux ports à disposition de la Chine. Euh, et ensuite, il y a eu la construction d'un gazoduc. Voilà, d'un gazoduc pour assurer l'approvisionnement en pétrole et en gaz de la Chine et aussi de la Birmanie. Voilà, donc ça, je pense que la Birmanie, voilà, on va passer à Djibouti maintenant. Ils ont accepté, et ça d'ailleurs, il y a eu pas mal de choses sur le sujet, ça a été traité en Occident déjà, sur la mise en place d'une base militaire chinoise à Djibouti en 2017. Voilà, donc là on peut voir quand même que c'est quand même une grosse coopération. Alors je vais mettre voilà cette carte-là qui est quand même plus facile à visualiser selon moi. Ensuite l'Inde. Donc, il y a eu quand même, la Chine et l'Inde, ils entretiennent des relations quand même tendues en raison des différends territoriaux. La Chine qui accuse Pékin de vouloir l'encercler avec cette stratégie du collier de perles. Et pour en fait contrer cette influence chinoise dans la région, l'Inde a développé la Look East Policy afin de se rapprocher des pays d'Asie du Sud-Est et elle a noué des accords avec les Seychelles et l'île Maurice, notamment pour installer des bases militaires. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant. Après, bon, voilà, si il n'y a pas de raison que quoi que ce soit escalade, voilà, si tout le monde protège ses intérêts, et bon, ils ont quand même tous des intérêts communs dans la région. Voilà. La Chine doit passer par là. Et bon, je pense que l'Inde et la Chine sont tous les deux assez intelligents pour prévenir toute escalation de conflit. Bon, il y a eu en 2019 une bataille bon, sans armes dans les montagnes, on s'en souvient, avec plusieurs morts, des dizaines de morts, côté indien et aussi chinois, même si les Chinois n'ont pas déclaré officiellement de mort. Si, je crois qu'ils en ont déclaré trois ou quatre d'ailleurs. C'était passé dans les journaux télé. Ils parlaient énormément de ça, les Chinois à l'époque d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est quand même un épiphénomène et je pense que des deux côtés, ils ont voulu désescalader les tensions le plus vite possible. Voilà. Bon, sans transition, les Maldives. Donc les Maldives, il y a eu, en fait, la Chine bénéficie des tensions entre l'Inde et les Maldives. Donc voilà, il y a toujours des tensions un petit peu à droite à gauche. Et du coup, ils se sont rapprochés, voilà, de la Chine, les Maldives. Le Sri Lanka, donc on va parler du Sri Lanka plus en détail euh, dans la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est trapadette, en fait. On va débunker ce qui s'est dit dans les médias occidentaux. Et ils ont, voilà, financé un port dans le sud du Sri Lanka qui est un maillon essentiel de cette stratégie du collier de perles, en fait. Voilà. Donc, on va en parler plus en détail en deuxième partie, ainsi que du Pakistan. Voilà. Donc, la deuxième partie sera le Sri Lanka et le Pakistan. Là, on va surtout parler du port de Gwadar, qui est en numéro 12 là, sur la carte. Vous voyez Sri Lanka 11 et 12. Et donc en 11, c'est les Maldives. Et ils ont financé à 85% le port de Gwadar. Et on sait que le Pakistan et la Chine sont des alliés de longue date. Et avec ce corridor ultra important qui va donc du point numéro 12 jusqu'à la région A, donc qui est au sud-ouest de la Chine et à travers lequel la Chine a financé énormément de gazoducs, de routes, de voies ferroviaires, etc., pour transporter voilà, énormément de ressources vers la Chine depuis ce port de Gwadar qui est évidemment ultra stratégique pour la Chine. Ensuite, donc le Bangladesh. À Chittagong, il y a eu des travaux de modernisation, voilà, du port.
Donc la Chine aussi il y a eu des installations militaires, modernisation des parties militaires. Donc voilà pour le Bangladesh. Donc la Chine peut amarrer ses navires maintenant au Bangladesh. Voilà. Donc ça, pour l'Inde, on verra. Évidemment que l'Inde, ils ne veulent pas se sentir étouffés, si vous voulez. Voilà. Mais bon, dans ce que je vois dans les news concernant l'Inde, en ce moment, il y a pas vraiment de tension. Voilà. Il y en a eu en 2019. Là, on est 3 ans plus tard. Bon, tout semble aller assez bien. Voilà. Donc, évidemment, à surveiller. Les Seychelles et l'île Maurice. Voilà. Donc, il y a eu des installations aussi militaires. Et le port de Gwadar. Voilà. Qui est là sur cette photo. Et dont on va maintenant commencer la deuxième partie. Donc, je vais parler on va commencer justement ben, avec le Pakistan et ensuite on va parler on va parler du Sri Lanka, comme je vous l'avais dit. Donc, la dette au Pakistan, la crise de la dette. Donc, évidemment que les Occidentaux ont accusé la Chine de trappe à dette, en fait, à cause des routes de la soie. Et on va voir là avec ce graphique de la dette du Pakistan. Voilà, donc en fait, ce graphique nous montre que de la composition de la dette du Pakistan en fait. Et là, on peut voir que, donc là, je vous ai mis le détail de la dette qui contrôle la dette du Pakistan en fait, qui a quoi, voilà, qui a quoi dans cette dette. Et là, on peut voir que ah non, pardon, ça c'est le Sri Lanka. Voilà, bon, ben on va commencer par le Sri Lanka, c'est pas grave. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, donc là, le Sri Lanka. Comme dans le cas du... En fait, c'est similaire, c'est pour ça que j'ai eu un moment de confusion, parce que tout simplement, le, la, la dette est similaire. Donc, à qui appartient la dette du Sri Lanka? Là, ben, du coup, je vais remettre la photo. Donc, on a la Banque asiatique de développement à 4 000 millions de dollars, 4 000, 4 500 quasiment millions de dollars, donc 13%. Ensuite, la Chine est à 10%, le Japon à 10%, la Banque mondiale à 9%, et autres aussi 9%, et l'Inde à 2%. Voilà, donc du Sri Lanka. Et donc, malgré ce que son nom l'indique, les principaux donateurs de la Banque asiatique de développement sont essentiellement les États-Unis, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Voilà. Donc la Banque asiatique de développement qui a 13%, c'est en fait les Européens et les Américains. Voilà. Donc bon, il y a le Japon aussi. Voilà. Mais le Japon est considéré comme partenaire seul avec, en fait, avec 13%, donc. 10%, pardon. Voilà. Donc là, on voit en fait qu'au final, la Chine ne détient que 10% de la dette du Sri Lanka. Voilà. Bon, ça reste quand même énorme, évidemment, mais ce n'est pas... en fait, c'est équivalent, voire moins que d'autres pays, tout simplement. Donc là, je pense que c'est quand même très important de dire ça et que les choses soient claires. Là, on voit sur cette photo, en fait, et le trafic maritime énorme qui passe par le Sri Lanka. Donc, c'est évidemment éminemment stratégique dans la stratégie du collier de perles chinois, tout simplement. Donc, voilà, une petite vérification. Aussi, il y a eu la crise du coronavirus qui a vraiment qui a été détrimental pour le Sri Lanka parce que et même enfin pour le Sri Lanka et pour le monde entier. Donc là, il y a eu des euh, des problèmes par rapport à ça. Et bon, comme je disais, c'est le monde entier. Ensuite, concernant le rôle
donc de la BRI, de la route de la soie. Donc la BRI, c'est les initiales pour la route de la soie. La Chine a pas de baguette magique pour changer les conditions des nations, et veut surtout en fait euh, développer l'économie. Voilà, l'économie. Et la Chine pense que l'économie est plus importante en fait que la politique pour sortir les gens de la misère, etc., pour développer les pays. Donc voilà, après, c'est des projets à long terme. Voilà, c'est par exemple la location du port, je crois que pour le Sri Lanka, c'est 99 ans. Donc il faut être patient un minimum. Donc c'est le Sri Lanka, mais pas que. Voilà, donc cette stratégie des routes de la soie, c'est une stratégie à très long terme. Voilà, donc là, on va revenir au Pakistan avec le port de Gwadar. Et là aussi, la dette euh, du Pakistan. Donc, on va essayer de prouver l'erreur du récit de la diplomatie du piège de la dette. De la Chine, bon, c'est relativement facile, vous allez voir. Donc là, une simple vérification des faits auprès des sources officielles, comme par exemple cette photo ici, qui est fournie par le site des affaires étrangères du Pakistan, ou le site des finances publiques, pardon. Donc là, on peut voir que, en fait, ce n'est pas du tout la Chine qui contrôle la dette pakistanaise du tout. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant de justement faire attention voilà, aux choses qu'on voit, mais après, c'est pas notre faute si ce qui passe dans les médias occidentaux, en fait, voilà, on peut pas vraiment contrôler. C'est pour ça, voilà, c'est le but de ma chaîne. Cette chaîne, c'est un petit peu de rétablir la balance, sans non plus, encore une fois, ni aller dans le sens de pro-chinois ou pro-européen ou pro-américain ou pro qui que ce soit, en fait. Voilà, c'est de rétablir la balance. Et puis après, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous pensez. Voilà, c'est fait pour ça aussi, pour qu'on puisse dialoguer. Et l'aspect le plus aigu, bon, je voulais finir là-dessus, de cette crise mondiale est la forte hausse des prix mondiaux de l'énergie qui commence donc en 2021. Ensuite, on a eu évidemment la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui a fait augmenter encore une fois les prix des matières premières. Donc il y a eu les sanctions, avec des approvisionnements menacés, des sanctions imposées aux plus grands exportateurs de gaz naturel, donc la Russie évidemment. Et les prix ont atteint un plafond. Un plafond. La hausse des prix du carburant a créé des ondes de choc dans tous les aspects de l'économie mondiale, en particulier les biens de consommation. De plus, la crise en Ukraine a créé une crise d'approvisionnement sur les marchés mondiaux du blé, car on sait que l'Ukraine et la Russie sont les plus gros exportateurs, les plus gros producteurs mondiaux. Et ça a également menacé les productions d'engrais. Voilà. Donc les pays qui n'ont pas de ressources pétrolières et gazières nationales ni de production d'engrais sont les plus durement touchés. On a vu évidemment ce qui se passe dans les pays africains, même si on dirait que Poutine essaye de trouver des solutions pour les pays africains. Cela s'applique quand même à l'Union européenne et à d'autres pays industrialisés, pas seulement aux pays pauvres en fait. Donc ça, je pense qu'il faut en être conscient. Et on s'attend peut-être à un retour de bâton mondial. Les pays en développement peuvent être euh, durement, durement touchés, évidemment. Quant au Pakistan, ils ont déjà connu une crise financière qui n'est pas nouvelle, mais qui est aggravée par la nouvelle onde de choc de l'inflation mondiale. Voilà, donc il y a des pays qui sont plus durement touchés que d'autres au niveau de l'inflation. Et les pays les moins touchés, c'est donc les pays producteurs de matières premières. Voilà.
Donc, c'est quand même où les produits manufacturiers, c'est pour ça que la Chine est moins impactée au niveau de l'inflation, par exemple. Mais après, l'inflation va être quand même très très dure pour, euh, pour les pays en voie de développement. Euh, donc, pour la composition de la dette et source de la dette, il y a deux faits essentiels qui sont ignorés lorsque les médias occidentaux, mais aussi indiens, traitent de la dette extérieure du Pakistan. Donc, on va parler de la dette intérieure juste après. Numéro un, la composition de la dette. Et numéro 2, les causes de la dette. Donc, c'est en fait similaire au niveau du Sri Lanka. C'est pour ça que, en fait, on va parler du Pakistan et du Sri Lanka en même temps. Je ne vais pas faire deux comparaisons. Je vais simplement parler de ça. Donc, il y a, il y a un troisième facteur que nous n'aborderons pas ici et c'est le facteur OTAN, voilà, le Pakistan qui a été déstabilisé depuis les années 80 par l'OTAN. Voilà, bon, on va pas parler de ça. Euh, donc, contrairement à ce que on peut voir dans les médias occidentaux, la Chine a vraiment aidé le Pakistan à se développer, car elle sait que un voisin en bonne santé, ça va être bénéficiaire pour elle. Voilà. Donc, elle a évidemment participé au développement d'infrastructures, etc. Et ce sont des projets de construction, exploitation, propriété, transfert, aussi appelés BOOT. Les investissements chinois sont récupérés grâce aux ventes d'électricité sur le marché pakistanais sur une période déterminée. Voilà. Donc, on voit qu'en fait, des échanges de biens, en fait. Voilà. Donc, au travers de l'électricité, notamment. Voilà. Pour ce qui est de la composition de la dette extérieure au Pakistan, la part de la Chine dans la dette extérieure du Pakistan, comparée à celle des nations et institutions occidentales et asiatiques, est relativement faible, n'atteignant pas plus de 10% du total. Ce fait était clairement expliqué par l'économiste pakistanais Shakil Ahmad Ramai dans un podcast sur les BRICS. Voilà. Donc, bon, après, on voit que la Banque mondiale détient 21%, le FMI 8%, les pays asiatiques, Banque de développement, donc comme je vous l'ai dit, c'est des pays européens en fait, 16%, Club de Paris 13%, et la Chine 17%. Voilà. Donc en fait, on voit au final que, mine de rien, au Pakistan, plus de 70% de la dette extérieure est détenue par des pays occidentaux. Voilà. Donc je pense que c'est important de rétablir ça, ce fait. Voilà. 80%. Et en fait, moi je pense qu'il faut se poser la question, et si c'était la Chine ou par exemple l'Inde ou l'Iran qui détenaient 80%? Ben, vu qu'en fait c'est des voisins régionaux, je pense que ça ferait plus sens en fait. Voilà. Bon, après, vous allez me dire que peut-être les richesses, elles sont en Occident, donc bon, c'est normal. Donc, quoi qu'il en coûte, enfin, quoi qu'il en soit, pardon, quoi qu'il en soit, avoir une dette, c'est toujours quand même assez problématique, à moins qu'elle ne soit contrôlée. Donc, parce que les États doivent s'endetter, évidemment, pour financer la croissance, les infrastructures, etc. Surtout les pays en voie de développement. Voilà. Donc voilà, je regarde si jamais je n'ai rien oublié. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires, pensez à vous abonner, partager, mettez un like, etc. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, merci à tous.